Jessica Nelson, bonjour. Bonjour. Un grand merci de me faire l'amitié d'accepter notre invitation et de nous rester fidèles. On se rencontre de nouveau pour un roman, Debout sur mes paupières, disponible aux éditions Belfond. Ça fait partie de la rentrée de janvier. On est mi-février et ça passera même en mars, l'interview. C'est assez intéressant de se voir avec le recul parce qu'il y a déjà eu des premiers retours de lecteurs, il y a les blogs, il y a les avis, tout ça. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de l'accueil de votre bouquin? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été comprise? Alors, oui, bien sûr. Moi, je suis toujours touchée de voir que des sites internet, des blogs, des gens que je connais pas d'ailleurs, s'intéressent aux livres pour des raisons différentes, parce qu'il y a plusieurs portes d'entrée dans cette histoire. Et c'est toujours touchant de voir qu'on est lu, que les gens réfléchissent à ce que vous avez essayé de raconter et se posent parfois des questions ou parfois on a l'impression de trouver des réponses. C'est très agréable. Alors ce roman, moi je voudrais quand même savoir comment il est né, parce que vous parlez de trois femmes, il y a trois personnages, trois femmes. Il y a Elisabeth M qui a 39 ans, qui est mère de famille, dans un milieu bourgeois, qui a une fascination pour l'art. Il y a Lee Miller, mannequin, photographe de mode, et puis il y a vous, la narratrice. Un tout petit peu. Un petit peu, oui, effectivement, parce qu'on reste dans de la fiction. Oui, on reste dans de la fiction. Alors le point de départ, pour répondre à votre question, c'est Lee Miller. Lee Miller est une femme qui est absolument fascinante, qui était d'une beauté hallucinante, on la voit sur la couverture du livre. C'est une femme qui a traversé le XXe siècle avec une liberté et une puissance créatrice qui, moi, me fascine depuis longtemps. Alors effectivement, elle a été mannequin pour Vogue notamment dans les années, à la fin des années 20 et 30. Et puis ensuite, elle est devenue photographe. Donc c'est pas courant déjà, la muse qui décide de passer de l'autre côté et de devenir créatrice à son tour. Elle a été l'inspiratrice de Man Ray, mais aussi sa collaboratrice. Elle a mis au point avec lui la méthode de la solarisation. Et ensuite, donc elle a été muse des surréalistes également, très amie avec Picasso, Éluard et toute cette bande des années 20 et 30. Et puis ensuite, elle est devenue donc photographe, mais elle a couvert l'ouverture des camps de concentration au sein de l'armée américaine. Et donc je trouve que passer de cet univers de paillettes et de glamour à ce qui est la découverte de l'horreur absolue, je trouve que c'est vraiment c'est un parcours, une trajectoire que je trouvais très fascinant. Et un peu naïvement, je me suis dit qu'avec il y a une biographie qui existe, qui est très complète sur ce personnage, mais je me suis dit, au fond, la fiction, est-ce qu'elle ne peut pas essayer de raconter des choses qui ne sont pas dans les faits, qui ne sont pas dans les anecdotes racontées dans une biographie? Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ces zones d'ombre, à son rapport à la création, à la maternité. Et c'est devenu en fait un roman qui du coup n'est plus le roman de Lee Miller. Là je vous parle de Lee Miller depuis 5 minutes, mais en fait il m'en est question assez peu. C'est devenu le roman d'une femme qui est fascinée par Lee Miller. C'est ça. Et qui va essayer elle-même de se l'approprier et qui va décider de construire une exposition pour retrouver un nom, pour exister autrement qu'en tant que femme au foyer, maman, épouse, et donc qui va construire une exposition autour de Lee Miller et s'abîmer dangereusement dans cette fascination pour Lee Miller. Donc il y a comme un jeu de miroir entre ces deux personnages, et puis en effet il y a un troisième personnage qui va observer tout ça avec encore quelques pas de distance, c'est l'auteur. Et l'auteur d'ailleurs mène même une enquête, puisque on retrouve au début du roman une femme allongée sur un banc, plongée dans un profond sommeil. On ne sait pas ce qui lui est arrivé et on ne sait pas comment la réveiller. Donc mon auteur essaye de comprendre un petit peu, de démêler les fils de cette histoire. Le fameux roman-quête. Voilà, le fameux roman-quête, puisqu'il s'agira de comprendre comment cette jeune femme qu'on surnomme la belle au banc dormant, comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Est-ce que c'est une supercherie? Est-ce que c'est vraiment la femme à laquelle on pense au début? On croit que c'est cette sculptrice, mais peut-être que c'est pas vraiment elle. Et donc on va mener l'enquête. Alors c'est pas une vraie enquête non plus. C'est peut-être, je sais pas si on pourrait le qualifier de promenade circulatoire
combinatoire autour de ces 3 femmes qui finalement se répondent et qui ont des points communs, des passerelles, et qui interrogent un peu les mêmes sujets, encore une fois, maternité et création. Alors, c'est tout à fait ça. Le livre parle de création et de procréation. Oui, parce que je pense que dans la vie d'une femme... Alors la création, elle devrait être partout et dans la vie de chacun, ça c'est ce que je pense profondément, et je pense que parfois on s'interdit aussi de la création et de la créativité. Et alors que même une création sans étiquette d'artiste installé, renommé, etc. Mais la création devrait être dans nos vies. Et la procréation, évidemment, elle est dans la vie de nombreuses femmes. Et donc, interroger le rapport que l'un peut nourrir avec l'autre me semblait passionnant. Il y a aussi autre chose, c'est que Lee Miller, pour revenir à elle un instant, a eu cette vie de créativité, de créatrice dont je parlais, mais une fois qu'elle est devenue mère, je fais pas une association directe entre les deux, quoique, mais en tout cas, ça m'a questionnée. Voilà, pourquoi est-ce que cette femme qui ne s'est jamais rien interdit, lorsqu'elle devient mère, à 39 ans, comme l'héroïne du roman, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une femme quand cette place qu'occupait auparavant la création est occupée par un enfant? Voilà. Ouais, c'est la vraie question. Et puis il y a aussi la question du choix et la place qu'on doit accorder à cette création par rapport à sa vie de mère. On sent bien le choix cornélien entre les deux, ça revient souvent. Oui, mais alors là aussi, je pense que c'est une question qui concerne la plupart des femmes. On nous demande beaucoup. Pardon, je suis pas très originale, mais on nous demande beaucoup et on nous demande d'être de super mamans, des super employés ou de super patronnes ou de super épouses, de super coups, de super plein de choses. Et donc voilà, bien sûr qu'on est tiraillés. Les hommes aussi vivent les tiraillements, c'est évident, mais ça n'est pas mon sujet. Et surtout, je ne le maîtrise pas. Et en tout cas, pour ce qui est des femmes, oui, je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Moi, ça m'a beaucoup plu votre roman, parce qu'en le lisant, je me suis dit, mais Jessica me rappelle quelque chose que je sais au fond de moi, mais j'ai pas tout le temps de réfléchir dessus, donc c'est l'intérêt du roman, et de se dire effectivement, toutes les femmes, si je les prenais en exemple que je connais autour de moi, selon leurs obligations professionnelles ou même activités de mère, si elles n'avaient pas cette partie-là, ça aurait le temps de créer et de faire des choses peut-être plus étonnantes que ce qu'elles font là. On est dans un compromis permanent en fait, et heureusement qu'il faut faire des compromis. Je veux dire, sinon ce serait trop triste, ça voudrait dire qu'il faut faire des sacrifices. Et je préfère l'idée de faire des compromis plutôt que des sacrifices. Mais en effet, il y a quelque chose qui m'a souvent frappée et que j'ai observé chez des femmes qui sont plus âgées que les personnages dont il est question ici, mais qui se retrouvent quand leurs enfants sont partis et quand finalement la carrière a été pas forcément terminée, mais en tout cas qu'elle a été déjà pas mal construite. On se retrouve avec un espace qui est vide et finalement toutes ces femmes ont parfois renoncé à plein de choses qui les animaient parce qu'il fallait faire justement ces choix cornéliens dont vous parlez. Énormément.